Bon, aujourd'hui on va encore parler de Tolkien. Mais on va pas parler n'importe quel Tolkien. On va parler un peu de son texte, pas le plus fondateur, mais celui qui est considéré comme un de ses plus difficiles, celui qui n'est pas lu par tant de gens que ça, parce que y a l'image de ce texte qui est très difficile à lire. Quand je parle de Tolkien, souvent ce texte revient un peu en mode ouais, moi je l'ai lu, hein, ça veut dire que je pèse dans le game. Alors qu'il est tout de même accessible, c'est une réputation qu'il a, et c'est un texte que j'aime beaucoup, que j'ai lu il y a quelques années maintenant, entre mes 18 et 20 ans, et là c'est une relecture, mais une relecture un petit peu spéciale parce que y a une nouvelle traduction disponible. Je vous parle bien sûr du Silmarillion de donc J.R.R. Tolkien, la nouvelle traduction par Daniel Lauzon, et c'est édité par Christopher Tolkien, donc son fils, disponible aux éditions Christian Bourgois, donc qui est en hardback, magnifique. C'est un livre dont j'ai remis la couverture à l'envers parce que je vais pas vous le cacher, je tourne cette introduction après avoir terminé l'ouvrage et j'ai enlevé la jaquette pour éviter de l'abîmer. C'est un ouvrage illustré qui est vraiment dans les détails, dans le sens qu'on va avoir des rubriques à la manière du Moyen-Âge, donc en rouge, symbole, donc le rouge est une couleur très très importante, notamment vis-à-vis du Seigneur des Anneaux et du monde de Tolkien en général. Le Silmarillion, qu'est-ce que c'est? Alors, le Silmarillion est un des textes qui est présent dans, on va dire, ce recueil de textes qui s'étend en fait de la création des âges, donc la cosmogonie de l'univers tolkienien, jusqu'au troisième âge, la fondation, on va dire, des anneaux de pouvoir qu'on connaît tant. On a même l'histoire de Frodo et de toute la compagnie à la fin du texte de Silmarillion. Le Silmarillion, vous l'avez peut-être découvert dans cette édition-là il y a quelques années, qui était traduit par Pierre Allien. Je vous en reparlerai un petit peu après de la traduction du Silmarillion. C'est un ouvrage, celui-ci, qui n'est pas toujours apprécié du fait de la complexité du texte, mais on en reparle après. Alors le Silmarillion, pour ceux qui n'y connaissent absolument rien, c'est un texte qui se situe bien avant le Seigneur des Anneaux, qui va parcourir toute la cosmogonie et traverser les âges. C'est l'essence du texte, parle de la quête des Silmarils. Les Silmarils sont des joyaux qui ont été fondés par un elfe en particulier, Fëanor, qui par cupidité d'une certaine manière va avoir des problèmes, et qui par cupidité vont être volés par Morgoth, je sais jamais comment prononcer. Morgoth, c'est un peu le daddy de Sauron, en clair dans le monde, c'est le grand vilain, et on va suivre en fait un peu toutes les manigances de Morgoth qui décide de foutre le bordel un peu partout. Du coup, donc c'est le Silmarillion, un ensemble de textes qui parlent de cette grande quête des Silmarils, donc ces joyaux puissants. En parallèle de ceci, il n'y a pas que des textes qui parlent des Silmarils, on va avoir autant l'histoire d'amour entre Beren et Luthien, qui est une des plus belles histoires d'amour qui existent, selon moi. On a les enfants du Rhin, on a Maeglin, on a plein de textes différents, et tous ces textes vont se répondre et créer un peu cette histoire. Le Silmarillion est vraiment axé sur les elfes en priorité. On a quelques petits textes sur les nains et certains sur les hommes, mais c'est vraiment les grandes épopées autour des elfes, et voilà, on est loin du cliché de l'elfe dans les bois avec la chevelure au vent. On n'est pas du tout là-dedans. C'est un texte qui est vraiment très très intéressant. La particularité du Silmarillion, et bien tristement, Tolkien aurait voulu le publier en parallèle du Seigneur des Anneaux. Parfois, je vois circuler en commentaire que le Seigneur des Anneaux a été écrit depuis la Première Guerre mondiale, ce qui est faux. C'est le Silmarillion, c'est les brides du Silmarillion que Tolkien a commencé à rédiger, on va dire, sur son lit de maladie, et à la suite, c'est son grand texte. C'est un texte qui est particulier, comme je vous disais, parce qu'il a voulu le publier en même temps que le Seigneur des Anneaux, parce que le Seigneur des Anneaux, c'est la suite d'une certaine manière, et ça permet d'installer l'univers, de comprendre beaucoup plus. Sans le Silmarillion, on peut pas vraiment comprendre l'univers de la Terre du Milieu, et ça n'a pas été voulu par les éditeurs, comme je vous l'ai déjà expliqué. Le Seigneur des Anneaux a déjà eu beaucoup de difficultés d'être publié, on a décidé de le couper en 3 parties, notamment parce qu'à cette époque-ci, on sortait un peu de la guerre, et surtout qu'il y avait des pénuries de papier, ça coûtait très cher de produire des livres, et que un livre comme le Seigneur des Anneaux, c'était un petit peu compliqué à publier, et je vous parle dans l'ouvrage que j'ai publié, c'est le moment pub les gars, je suis désolée, c'est Noël qui arrive, mais dans celui-ci je vous parle un peu de la publication difficile du Seigneur des Anneaux en France, et du rôle des couvertures que ça a eu dans la réception en France. Je vous parle des couvertures françaises, mais aussi des couvertures américaines et anglaises, et l'image que ça a donné, et notamment le rôle des couvertures dans la globalité de l'édition. Mais revenons-en à nos moutons.
C'est donc un texte qui a été refusé du vivant de Tolkien. Et son fils Christopher a été un peu l'ayant droit de Tolkien en tout ce qui concerne ses publications. Tolkien lui a un peu fait comprendre, c'est tu en fais ce que tu veux de mes textes, tu les brûles, tu les publies, tu fais ce que tu veux, c'est toi qui gères tout. Et Christopher, je pense que c'est très important d'en parler en plus de Tolkien, notamment dans Silmarillion. C'est lui, voilà, comme c'est marqué, édition de Christopher Tolkien, ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il a vraiment mobilisé, c'est des fragments de textes qu'il a eu, c'est des textes qu'il a dû regrouper, qu'il a même dû parfois écrire des passages du Silmarillion pour pouvoir lier des morceaux de texte que son père avait écrit, réécrit pendant des années. Parfois même, il le dit au début de la préface qui est totalement magnifique, parce que je crois que le Silmarillion a été publié 3 ans après la mort de son père, que c'est le travail de la vie entière de son père, que c'est une œuvre qui malheureusement n'a pas connu un public à la sortie du Seigneur des Anneaux, et lui il s'est vraiment évertué à faire ce travail éditorial, et notamment après à faire plein d'autres travaux éditoriaux vis-à-vis de Tolkien. La réalité du Silmarillion aussi, c'est que c'est une bonne entrée en matière dans le sens que pas mal de textes qui sont traités dans le Silmarillion, que ce soit la chute de Gondolin, que ce soit Beren et Luthien, les enfants du Rhin, tous ces textes-là ont des éditions disponibles chez les éditions Christian Bourgois, et ce sont des textes qui sont soit des textes beaucoup plus longs, voilà, des histoires qui sont beaucoup plus décrites par Tolkien, comme les enfants du Rhin. Là, on a vraiment une petite partie, voilà, un texte assez résumé, et dans l'édition qui est disponible chez Pocket et Christian Bourgois, on a vraiment l'histoire des enfants du Rhin en complexité. Beren et Luthien, pareil, là on a une superbe histoire, et la version du Silmarillion est magnifique, mais par exemple chez Christian Bourgois, on a un Beren et Luthien qui regroupe toutes les versions de Beren et Luthien, des poèmes, ce genre de choses, où on a notamment la chute de Gondolin, bref. C'est hyper important de parler du travail de Christopher Tolkien, parce que sans son travail, déjà il y a des passages qui manqueraient au livre, et personnellement je n'ai jamais vu la différence entre l'écriture du fils et du père. Voilà, pour le coup, c'est une édition qui est magnifique comme je vous le disais. Et la particularité première de ce livre, rapporter un peu l'édition juste avant, mais le Silmarillion qui a été publié il y a quelques années, donc il y a eu une première traduction. Ce livre est, comme je vous dis, un peu mal vu par certains lecteurs, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui n'ont pas très bien compris le texte. C'est un texte qui est reconnu avec le plus de problèmes de traduction vis-à-vis de Tolkien, et notamment, le traducteur le disait, il n'a pas apprécié travailler sur Tolkien, et je ne crois pas qu'il soit un très grand fervent de cet auteur, donc il n'y a pas eu non plus une volonté de traduction très aboutie dans celui-ci, et notamment le Silmarillion, donc avec la nouvelle traduction de Daniel Lauzon, qui a traduit notamment les nouvelles traductions du Seigneur des Anneaux. Il y a une volonté de toucher le texte de Tolkien au plus près. Il y a eu cette volonté avec le Seigneur des Anneaux. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a des mots qui ont été changés, et ça a perturbé certains lecteurs parce que dans le film c'était pas les mêmes, mais c'est au plus près de ce que Tolkien a écrit, et Daniel Lauzon a fait aussi ce travail phénoménal dans cette version-ci, et ce qui est très important, c'est qu'il a aussi des clés de traduction. La famille Tolkien a transmis des sources en français qui ont permis à une meilleure traduction, et je vous laisserai découvrir si j'apprécie cette traduction ou pas après, mais c'est un livre qui est remarquable, qui était très très attendu. Je faisais partie des gens qui attendaient une nouvelle traduction du Silmarillion avec impatience, surtout dans une édition qui est aussi belle, alors qui est à 40€, qui fait un magnifique cadeau de Noël, mais pour le coup, quand on est fan, c'est vraiment un très très bel ouvrage. Je ne pense pas que je vais m'attarder plus que ça pour parler du Silmarillion. Je vous conseille d'aller voir des vidéos d'experts. Moi, je suis pas une experte de Tolkien. La seule chose dans laquelle je m'y connais un peu, c'est dans le travail éditorial autour de Tolkien. Mais pour le coup, référez-vous à Vincent Ferré par exemple, qui a beaucoup écrit sur le sujet. Il y a une vidéo avec Nota Bene qui est disponible pour la sortie notamment de ce livre du Silmarillion, où ils en parlent un peu plus. À la manière de ce que j'ai fait vis-à-vis d'Alain Damasio avec La Horde du Contrevent, je vais lire quelques pages, vous donner mon avis à chaque fois, un peu au fur et à mesure de la lecture, et à la fin je vous donnerai mon avis global. Juste avant ça, j'ai décidé de vous lire 2 passages de la cosmogonie, le tout début, les premières pages, pour qu'on se rende un petit peu compte des différences de style. Je ne l'ai pas encore fait, donc ça va être un peu une découverte pour moi aussi, cela, et je pense que ce livre a le mérite d'avoir une vidéo aussi conséquente, parce que c'est un texte qui est très conséquent, qui est très important, qui est un peu le mal-aimé d'une certaine manière de Tolkien, et dont moi je rêve personnellement d'une adaptation, voilà, on va pas se le cacher. Tout d'abord, je vais vous lire la première édition du Silmarillion, au commencement des jours. On dit parmi les sages que la première des guerres naquit avant même que s'achève la création d'Arda, avant que rien ne marche ni ne pousse à la surface de la terre, et que, longtemps, Melkor eut le dessus. Mais au milieu de cette guerre, un esprit intrépide et puissant vient à l'aide des Valar, ayant appris au fond du ciel qu'il y avait une bataille dans le petit royaume,
et Arda résonna des échos de son rire. Ainsi vint Tulkas le fort, dont la colère passe comme une tempête précédée de sombres nuées. Melkor s'enfuit devant sa fureur joyeuse et abandonna Arda, et la paix régna pendant longtemps. Tulka resta sur la terre et devint un des Valar du royaume d'Arda, et Melkor attendit dans les ténèbres extérieures. Sa haine pour Tulkas ne se démentit jamais. Et ici, je vais lire donc la traduction de Daniel Lauzon, la nouvelle traduction du Silmarillion, du commencement des jours. On raconte parmi les sages que la première guerre commença avant le plein façonnement d'Arda, et dès avant que la terre ne vînt les premières pousses ou les premiers pas sur son sol, et pendant longtemps, Melkor eut le dessus. Mais au beau milieu de cette guerre, un esprit fort et intrépide se porta au secours des Valar, ayant perçu de le lointain firmament qu'une bataille se jouait dans le petit royaume, et Arda retentit de l'écho de son rire. Ainsi vint Tulkas le fort, dont la colère s'abat comme une puissante rafale, chassant la nuée et les ténèbres devant elle. Et Melkor fuit devant son courroux et son rire, et quitta Arda, et elle connut la paix durant un long âge. Et Tulkas s'y établit et devint l'un des Valar du royaume d'Arda, mais Melkor cependant ruminait dans les ténèbres extérieures, et il voit dès lors à Tulkas une haine éternelle. Donc j'ai décidé de lire sans la jaquette, pour tout vous dire, j'ai pas envie de l'abîmer, ça reste quand même un peu fragile, et j'ai lu à peu près 50 pages qui correspondent donc aux 2 textes en dehors des Silmarils qui sont des textes où j'ai peur de vous le prononcer parce que sachez que je prononcerai très mal les noms. Donc un premier texte qui concerne la cosmogonie, c'est-à-dire que c'est la création des dieux, du champ, voilà, de la terre du milieu, et ensuite vraiment la présentation des dieux et des Valar, des Maiar, bref, tout l'univers tolkienien de sa création. Et ensuite j'ai commencé le Quenta Silmarillion. Il faut savoir que dans ce texte ce n'est pas vraiment que le Silmarillion à proprement dire, c'est pas que les Silmarils, c'est un peu plus large que ça. C'est un texte que je ne découvre pas dans le sens que c'est un texte que j'ai lu il y a quand même quelques années, mais je découvre la nouvelle traduction qui pour ma part ça fonctionne super bien. J'ai l'impression, et c'est une impression qui est à mettre en parenthèse, hein, mais que c'est beaucoup plus simple à lire. Je trouve les phrases beaucoup moins complexes et en même temps assez poétiques et super riches en vocabulaire. J'aime beaucoup. C'est agréable à lire. Voilà, c'est pas quelque chose comme pénible, ce que j'avais un petit peu ressenti quand même à la lecture. Mais je vous dis, j'ai lu ça quand j'avais 18 ans, donc j'avais pas non plus le recul, j'avais pas fait mes études littéraires encore. Ce qui fait que, est-ce que c'est mon niveau de lecture qui a évolué ou est-ce que effectivement la traduction est beaucoup plus agréable à lire? J'aime beaucoup parce que c'est bon, déjà le livre est magnifique, hein, je vais pas vous le remontrer, mais c'est très bien fait, c'est très bien pensé. Référence un peu au livre rouge de Tolkien, mais surtout référence à la rubrique moyenâgeuse, c'est vraiment très bien pensé. Mais ce qui est vraiment, je trouve, agréable, c'est que déjà les illustrations sont hyper bien pensées dans les livres. Je vous dis ça, mais c'est pas quelque chose de forcément habituel. Parfois les éditeurs vont vous foutre des illustrations comme ça, pas vraiment au moment où on vous en parle. Là c'est le cas. Je trouve ça vraiment hyper agréable à lire dans le sens que j'avais le souvenir, il y a très très longtemps, que les événements étaient très dissociés les uns des autres. Là, cette première partie, on a l'impression en fait de lire presque une même histoire. Dans le Quenta Silmarillion, j'ai lu les 5 premiers chapitres, et c'est vrai que ces 5 premiers chapitres sont dépendants les uns des autres, dans le sens qu'on va retrouver des personnages qui existent. On a vraiment le commencement des jours, avec le rôle en fait des créateurs, on va dire, de la Terre du Milieu, de ceux qui ont œuvré, le petit rôle de Melkor, celui qu'on adore, qui détruit tout sur son passage, qui cherche des noises à tout le monde, hein, faut dire ce qui est. La création des nains par une entité, et il aurait pas dû être créé aussitôt, et l'illustration rendent super bien à ce moment-là. Ensuite, on a la venue des elfes qui étaient les premiers-nés dans l'univers tolkienien. On a leur explication. Quels sont les différents peuples d'une certaine manière parce qu'ils ont un peu migré et ils sont assez différents. On retrouve déjà des références à Galadriel, à Círdan, le bâtisseur, que j'aime beaucoup. Voilà. On a plein de références déjà, je trouve, au Seigneur des Anneaux, dans les lieux, dans ce qu'on retrouve, dans les lieux, dans l'univers. Je trouve la plume très très belle. Pour ma part, je trouve que ça se lit comme du petit lait. C'est super bien présenté. Et c'est passionnant en fait de voir la richesse de l'univers, notamment en termes de noms, de lieux, des lieux qui ont changé de nom depuis, on va dire, ce qu'on connaît. Et vraiment, toute la cosmogonie est passionnante. Moi, j'aime beaucoup. C'était, je sais, une des parties que j'avais adoré déjà dans le Silmarillion de base. Donc là, on est dans une partie que j'adore. Toujours dommage qu'on découvre pas en fait cette partie de Tolkien qui est, je pense, la plus riche en soi, parce que déjà, en toutes ces pages-là,
On a tellement d'informations à la minute. Chaque phrase va t'apporter une information, une clé de lecture, et c'est hyper enrichissant. Pour tout vous dire, je pensais pas le lire vraiment à la suite comme ça, je pensais lire un chapitre à la suite, parce que j'avais vraiment le souvenir que c'était assez dur, qu'il fallait vraiment se concentrer. Et là, en fait, je glisse dans le récit. Vraiment, je suis en mode, c'est hyper agréable. Franchement, je sais vraiment pas si c'est dû à la traduction, mais déjà avec Le Seigneur des Anneaux, j'avais relu la nouvelle traduction et j'avais trouvé la traduction beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable à lire. Voilà. Et je trouve ça d'autant plus touchant parce que j'ai l'impression, et je lis pas Tolkien en langue anglaise, j'ai lu que son récit pour enfants Reverendum, mais j'ai l'impression de presque pas voir Tolkien, mais d'avoir une autre écriture d'une certaine manière, et tous les mots sont pesés, les constructions de phrases sont bien faites, avec parfois des répétitions, vraiment c'est très très bien écrit en termes linguistiques, syntaxiques, la façon dont sont construites les phrases, c'est vraiment très bien fait. Pour tout vous dire, pour l'instant, on part sur une très très belle lecture. J'ai lu que 50 pages, il en fait à peu près 300, voilà. J'ai un peu plus de crainte pour les textes à venir quand on va quitter un petit peu, on va dire, la cosmogonie, la création du début, pour aller vers des textes peut-être un peu plus complexes. J'ai le souvenir de textes notamment où il y avait énormément d'informations, plutôt vers le milieu du roman. On peut appeler ça un roman bien sûr, mais je dois dire que je suis assez surprise par la facilité de lecture. Il y a une poésie dans le texte que j'aime beaucoup, et une poésie qui n'est pas empreinte d'une certaine lourdeur ou d'une certaine utilisation des temps qui peuvent paraître lourd ou syntaxiquement un peu compliqué, c'est fluide. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est fluide. Il y a des termes précis. Il y a vraiment, on voit que Tolkien, il a vraiment pensé à tout un champ lexical autour même des termes qu'il utilise en termes de création, en termes de noms qu'il donne à certains êtres. Voilà, par exemple, c'est un truc tout bête, mais le fait que les elfes, il y a des elfes de lumière, un petit peu les elfes de l'obscurité, il y a les elfes du crépuscule, et à chaque fois c'est expliqué de manière hyper poétique et hyper... tu sais, c'est pas en fonction de leur caractère. Vous savez, il y a toujours eu les elfes noirs et les elfes un peu de lumière. Vous savez, les choses un peu négatives et positives. Là, on est autre chose. Là, on est vraiment sur un autre prisme beaucoup plus moins manichéen en fait, où c'est vraiment sur est-ce que ces elfes-là ont vu cette lumière-ci, et vraiment c'est hyper riche, même au niveau des références. Il y a certains moments du texte, j'avais vraiment l'impression d'être dans la mythologie nordique, vraiment, je sais pas, il y a eu je pourrais pas l'expliquer, alors surtout peut-être au niveau de certaines références qu'on peut retrouver, mais il y a un côté où parfois tu sens le poids biblique, et encore, c'est pas ce qu'il y a le plus... En fait, c'est quand même, je trouve, beaucoup plus proche des cosmogonies nordiques, ou voilà, de ce genre de cosmogonie, que des cosmogonies, on va dire, chrétiennes. Dans le sens que, bon, il y a le bien et le mal, ça c'est assez présent dans le texte, mais il y a aussi le fait que les dieux sont capables presque d'une certaine humanité, sont capables de pardon, sont capables de se mêler aussi aux humains, et les dieux, avec des grands guillemets, parce que c'est un peu plus compliqué que ça chez Tolkien, ils sont capables de parler avec les humains, de communiquer avec eux, ils sont à la branche, parfois certains, les Maillards, de certaines descendances elfiques, voilà. Il y a juste un truc, il faut quand même se référer, je trouve, aux cartes, parce que notamment sur la description de la venue des elfes et de leur migration, parfois c'est pas forcément les terres qu'on connaît. Moi j'ai la carte de la Terre du Milieu sur ma cheminée, et c'est pas du tout du genre le Beleriand de l'Ouest, le Beleriand de l'Est. Nous on n'a pas l'habitude de ça, mais c'est vrai que cette carte-ci va peut-être vous aider pour vous retrouver. Mais je suis toujours hyper impressionnée par la richesse, on va dire, au-delà de la richesse de l'invention, c'est vraiment toutes les références, notamment autour de la langue, que ça soit chaque personnage va avoir un nom, voilà, son prénom, mais il va aussi avoir par exemple une référence à le chasseur, va avoir une autre dénomination, et je suis hyper contente de retrouver des personnages que j'aime beaucoup. Mais pour tout vous dire, alors en termes d'illustration, je pense que c'est important de vous le dire, j'aime beaucoup, c'est très très adulte, voilà, on n'est pas sur du tout quelque chose d'enfantin. Simplement, j'aime beaucoup les paysages. Il y a des paysages nocturnes avec les étoiles quand voilà, ils parlent des elfes et leur venue. Je suis un petit peu moins fan de la représentation des corps, voilà, mais ça c'est tout à fait subjectif. Mais elles sont c'est celle-ci. J'ai craqué pour celle-ci, je la trouve magnifique.
elle est superbe. Mais c'est vraiment bien. Alors c'est un objet en termes, alors qui est assez lourd, voilà, qui est beaucoup moins facile que lire du poche, mais pour le coup, pour avoir lu d'autres bouquins il n'y a pas très longtemps, où il fallait faire de l'haltérophilie pour pouvoir les lire, là ça se lit bien. Le signer c'est super pratique. Bref, j'aime pour l'instant beaucoup, mais je pense que vous n'allez pas être étonnés, ça va pas être très objectif comme chronique. J'essaye, mais pour le coup, j'ai pas grand chose à dire de négatif là-dessus, sachant que déjà le Silmarillion m'avait beaucoup plu quand je l'avais lu, mais là je trouve que c'est encore plus agréable de lecture. Voilà, c'est encore plus. J'ai l'impression de redécouvrir le texte encore une deuxième fois, en ayant quelques fragments de souvenirs, mais en même temps en redécouvrant tout, et je trouve ça passionnant, donc voilà. Et même Freya est contente à cette idée, hein. Elle est fan de ce truc-là, elle arrête pas de le défoncer, donc je suis en mode, meuf, on se calme. Bonjour à tous, on est dimanche, je ne sais pas comment régler mes lumières. Un peu le vlog lecture test de lumière, voilà, il en faudrait une deuxième ici, mais vu le prix que ça coûte, on va faire qu'avec une seule. C'est un peu devenu comme mon troisième enfant, hein, pour tout vous dire, mais j'avais envie en fait un peu de vous parler de ma progression de lecture. J'ai mis le Silmarillion en pause pendant quelques jours, et je vous expliquerai pourquoi, mais déjà je suis arrivée à donc la page 140. Donc de la ruine de Beleriand. En clair, je vous avais laissé vraiment sur la cosmogonie. Là, je suis rentrée un peu dans ce qui est pas le plus intéressant, parce que moi j'adore la cosmogonie du Silmarillion. C'est vraiment là la quête des Silmarils. En clair, on va avoir un petit peu l'apparition des elfes, l'apparition des nains qui est géniale. Et après, on va t'expliquer que le petit Melchior, donc en clair Morgoth, fait un peu des conneries sur la Terre du Milieu. Voilà. En clair, il essaye de faire chier tout le monde parce qu'il est jaloux et tout. Et par un concours de circonstances que je vous laisse découvrir, il va avoir une implication dans la perte des Silmarils, qui sont des joyaux qui sont fabriqués par Fëanor, qui est l'elfe, je pense, le plus important du Silmarillion, du moins à l'origine en fait d'un des grands mouvements de population des elfes. Ce qui est hyper intéressant avec Tolkien, contrairement à beaucoup d'autres auteurs qui l'ont précédé, c'est que on a eu souvent en fantasy les elfes, les nains, les hommes, voilà leur organisation, voilà c'est un peuple presque, on va dire, identique à chaque fois. Et là, Tolkien a vraiment pris le parti de faire des elfes qui sont totalement presque différents. Alors, bref, là, on est vraiment sur un syndrome de la part de Fëanor qui est très, je dirais, un peu comme ceux qui n'ont pas, un peu pour ceux qui ne connaissent pas trop et qui ont vu le Hobbit. Tu pourrais un peu comparer ça à Thorin avec les joyaux, voilà, sur son or. On a un peu en fait cette arrogance et cette cupidité qui est présente chez les elfes et que voilà, nous on connaît plus grands spectateurs, on va dire, du côté de chez les nains. Et c'est hyper intéressant de nuancer les elfes qu'on a plutôt tendance, même si on voit un peu leur arrogance dans le Seigneur des Anneaux, à être des créatures qui sont un peu badass, quoi. Ils sont très positivés dans le texte. Et là, j'ai vraiment aimé en fait que on ait différents peuples qui s'entre-déchirent. Et franchement, il y a des nouvelles qui m'ont, parce que moi je considère ça comme des nouvelles, qui m'ont vraiment touchée. Donc c'est hyper triste comme texte, parce que Fëanor, pour récupérer ses Silmarils, va demander à ses fils de continuer cette quête. Il les condamne à un sort qui n'est pas du tout enviable, donc on va voir un peu leur évolution, et au travers de ce texte, et ce que j'aime vraiment, c'est qu'on a des nouvelles en plus qui agrémentent, et j'ai beaucoup aimé la nouvelle. On a l'apparition de Gondolin, et il y a une nouvelle qui est liée à ce texte, notamment avec une jeune femme une jeune elfe qui va vouloir découvrir le monde, et qui va se marier avec un homme, qui va se marier avec un elfe qui est pas sécure, on va dire, et qui va revenir sur ses pas. Et j'aime beaucoup parce que c'est très cruel aussi. Le Silmarillion est hyper cruel dans la façon dont c'est raconté. Voilà, c'est cette nouvelle-là, si je peux retrouver le nom, que j'ai beaucoup aimé. C'est Maeglin, voilà, l'illustration est très belle. Mais vraiment, cette partie sur les elfes, elle est pas si difficile à suivre que ça. Notamment, j'avais le souvenir que j'étais un peu perdue dans les noms. Et là, en fait, c'est quand même bien fait. Il te rappelle presque à chaque fois qui est le fils de qui. On a l'apparition de personnages comme Galadriel, on a des apparitions de personnages comme Elrond. Bref, on a ces personnages-là qui sont déjà présents, et c'est super cool de voir qu'ils sont là depuis un bail, quoi. Mais pour le coup, cette partie-là, elle est agréable à suivre. Et ce qui est bien fait, c'est que c'est pas du genre la quête des Silmarils qu'il faut retrouver. Vraiment sur un contrebalancement, c'est-à-dire qu'il va y avoir un bout de quête. Après, on va avoir une nouvelle sur autre chose, voilà, qui est en lien, mais qui est assez éloignée, ce qui fait qu'on n'est pas sur un sentiment d'ennui. Je trouve qu'il est vraiment bien pensé pour ça. Et je pense que Tolkien, vu que c'est lui qui a une grande implication dans le Silmarillion, a vraiment bien ordonné ses textes.
l'ordonnancement des textes a été pensé par Tolkien de base, ou si c'est son fils qui a décidé de mettre tel texte à cette place-là, mais je trouve qu'ils sont très bien pensés. Mais là, on est vraiment sur les elfes exclusivement, ce qui peut être un peu frustrant, parce que c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les nains, par exemple, chez Tolkien, et là, on n'a pas beaucoup d'informations, on sait, alors ça, c'est hyper intéressant, parce que il y a encore un point pour le lire, parce que c'est plein de détails qui font qu'il y a des répercussions sur le Seigneur des Anneaux, mais ce qui est intéressant, c'est que les elfes et les nains, à la base, dans ce qu'on nous décrit, ils sont pas forcément opposés. C'est-à-dire qu'ils ont e-commerce, ils s'entraident, notamment ils construisent des cités ensemble, et donc je pense qu'on va avoir le point de bascule, là où ça s'est un petit peu entre-déchiré. Voilà, mais ce qui est hyper cool, c'est ça, c'est qu'on est sur une évolution historique qui est hyper agréable, les choses ne sont pas figées, et voilà, là je vais bientôt arriver sur Beren et Luthien, l'ascension du royaume de Beleriand, du moins on va t'expliquer un peu tous les peuples et tout, et là on sent qu'à chaque fois chez Tolkien il y a des ascensions et des chutes, donc voilà, on va vers la chute, ça va être encore très très triste, mais ouais, Beren et Luthien m'attendent. Et dans mes souvenirs, c'était plutôt la deuxième partie, parce que là je suis presque arrivée à la moitié du Silmarillion, c'était plutôt la deuxième partie qui m'avait paru difficile, mais je vous dis, il y a plein de clins d'œil, il y a les Balrogs, voilà leur explication d'où ils viennent, machin. Bref, c'est hyper enrichissant, je passe vraiment un plaisir de lecture. Vous allez vous demander pourquoi, si j'aime autant, je ne continue pas, parce que j'ai très envie de le continuer, et je vais le faire aujourd'hui, parce qu'on est dimanche et j'ai pu reposer mon cerveau hier, mais je suis en pleine correction en fait du prochain tome, prochain livre des Trois Nornes, et ce qui fait que je suis extrêmement dans le texte, et ça aurait été un petit peu délicat de ma part de lire un autre texte de cette qualité, dans le sens que je suis beaucoup plus chiante, voilà, on va pas dire le contraire, durant cette période pour les textes. J'ai tendance à moins aimer mes livres parce que je suis tellement fixée sur l'orthotypo, sur le travail éditorial au-delà de ça, du texte, voilà, du fond, et tout ce qui fait que je fais les corrections éditoriales sur les textes que je lis. Donc j'avais pas vraiment envie de faire ça sur le Silmarillion, et j'avais vraiment envie de lire des trucs très légers qui ne me demandent aucune nécessité de réflexion. Pas que le Silmarillion, faut un bac plus 25 pour le lire, hein. C'est juste qu'il faut être concentré. Et on s'accompagne quand même, il y a un index avec tous les noms, les généalogies si t'es perdu, pour le coup, mais je vais peut-être vous reparler encore de la traduction, un peu plus de visuel sur cette traduction, et moi je suis hyper emballée. Alors, parfois on voit qu'il y a des modifications de noms, et c'est normal, et ça peut perturber certains, mais je trouve qu'il n'y a pas photo. Dans mes souvenirs du Silmarillion, je le trouve beaucoup plus fluide, beaucoup plus beau. Il y a malgré tout, même si c'est, je trouve, plus simple à lire, une fluidité, il y a une richesse du vocabulaire, des noms, des comparaisons, on voit parfois elles sont filées et tout. Bref, c'est vraiment très bien fait. C'est pas des tics d'écriture, mais on a certains mots qui sont repris dans la narration, par exemple ORES qui est repris dans beaucoup de fois dans le texte, et je pense que c'est un mot qu'il utilisait Tolkien pour qu'il soit aussi présent dans le texte. C'est un mot qui devait être très présent dans sa manière d'écrire, mais je suis conquise, et je me souvenais pas qu'il y avait autant d'histoires d'amour dans le Silmarillion. Et je me souvenais pas que Tolkien écrivait aussi bien les histoires d'amour. Alors je le savais parce que Beren et Luthien, c'est un texte qui est magnifique. Les Enfants du Rhin, alors c'est un peu compliqué pour ceux qui l'ont lu, pour vous savez, l'histoire d'amour, mais c'est une histoire qui est magnifique aussi. Et c'est vrai que Tolkien, il sait les écrire. Et il y a aussi un point qui m'a marqué dans le texte. Souvent on m'a dit, puis j'ai entendu, que Tolkien c'était sexiste. Voilà, j'ai entendu, oui les femmes, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le texte. Et mine de rien, en fait, dans le Silmarillion, les badass, c'est la plupart du temps des nanas, c'est-à-dire que ça soit au niveau des déités, mais surtout même les personnages, du genre là, quand je vous prends Maeglin, genre il y a le personnage, il décide de se barrer de chez elle, et elle va affronter la vie, et le jour elle se barre, elle se barre de chez son mari, elle pense à l'avenir de son fils, et c'est des personnages qui sont hyper puissants dans tout le texte, même il y a plein d'elfes féminines qui ont une part hyper importante, et la plupart du temps, c'est pas elles qui font les conneries. Je veux dire que c'est Fëanor et toute la clique. Mais du genre, quand on va t'expliquer, il me semble, dans mes souvenirs, parce que ça fait quelques jours, mais Fëanor était mariée à une elfe, et c'est elle qui tempère le caractère. C'est elle un peu la touche
Freya voilà vient de vous montrer son bout de queue, la touche en fait de raison et je me souvenais pas de ça et vraiment c'est hyper agréable et franchement les histoires d'amour sont magnifiques, voilà, les histoires d'amitié aussi, mais il y a tout un sens de l'honneur aussi, donc voilà, j'ai hâte, je vais essayer d'avancer, au moins de lire on va dire jusqu'à 250 pages aujourd'hui, histoire de... Non, ça finit à 300 pages. Là, j'en suis à 140. Au moins atteindre les 210 aujourd'hui. Comme ça, voilà, il me restera qu'un petit bout. Mais voilà. Moi, je suis conquise. Lisez-le. Pour l'instant, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Mais je suis vraiment pas objective. Mais j'avais vraiment envie de vous en parler et de vous donner envie, en fait, de lire ce texte qui est hyper mal jugé, je trouve, et franchement cette nouvelle traduction c'est pas du tout parce qu'on me l'a envoyé, hein, pour le coup là c'est très objectif, mais je la trouve beaucoup plus agréable, comme j'avais trouvé la nouvelle traduction du Seigneur des Anneaux beaucoup plus fluide et beaucoup plus accessible. Donc, j'ai fini le Silmarillion. Non, je déconne, j'ai pas fini le Silmarillion. J'ai fini la partie sur le Silmarillion. Il me reste à peu près une 40aine de pages. Donc, avec cette partie, donc c'est la chute de Numénor, mais que je ne sais pas prononcer. Et ensuite, on a un peu la partie sur les troisième âge. Bref, on a un peu de trucs sur les anneaux et tout. Un truc un peu plus connu. J'avais vraiment envie de vous parler de la fin, la fin de la quête de Silmaril, qui était... j'ai adoré. Bon. J'avais envie notamment de vous en parler parce que ça touche deux textes que j'adore de Tolkien. Ça touche déjà Beren et Luthien qui est magnifique. J'ai pleuré à la fin comme à chaque fois. Je sais comment ça finit, à chaque fois je pleure. Je trouve que la traduction rend encore plus hommage au texte, c'est sublime. Beren et Luthien, c'est une des plus belles histoires d'amour qui a été écrite dans le cadre de la fantasy. C'est d'autant plus touchant parce que c'est présent sur la tombe de Tolkien et d'Edith, voilà, de J.R.R., de John Ruel Ronald Tolkien et de sa femme. Et voilà, on voit dans les descriptions qu'il y a un peu d'Edith, je trouve, sur Luthien d'une certaine manière. C'est la plus badass des héroïnes de la Terre du Milieu. La meuf, elle met tout le monde KO. Aragorn et tout, non mais ça c'est du pipi de chat à côté de Luthien. La meuf, elle arrive, elle endort des troupes de Morgoth comme ça, en mode youpi, voilà. Et bref, c'était magnifique. La traduction est sublime, voilà, ça met vraiment en avant le texte. Donc il y a une édition qui est disponible, donc bien sûr chez Christian Bourgois, avec là pour le coup c'est toujours la même histoire mais sous des formes différentes, des contes, des chants, de la prose, du vers, bref, tout ça. Et ensuite on a les enfants d'Urin, là pour le coup c'est l'histoire de Hurin qui va se faire capturer par le cher Morgoth, ce Morgoth celui qu'on adore, et un peu à la manière d'un Prométhée voilà, revisité, c'est-à-dire que Prométhée c'est le mec qui fait bouffer le foie, vous savez, par l'aigle. Lui il va être un peu torturé par Morgoth et va surtout être maudit sur son petit trône de sa tour. Et on va suivre son fils en fait, et toute l'histoire de son fils qui est plus tragique que tragique, avec une histoire de dragon. C'est une histoire qui me plaît beaucoup et je vous recommande déjà la lecture de la version Pocket ou Christian Bourgois, la première version des Enfants du Rhin. Dans le Silmarillion, c'est une version qui est très condensée. Là on a une histoire beaucoup plus large, c'est un texte qui est presque plus, je trouve, historique, comme un peu Tolkien. Tolkien a une dimension historique, mais un texte qui est vraiment très, comment vous dire... presque, alors moi je dis shakespearien à chaque fois, mais c'est par le tragique. Il y a un espèce de truc tragico-anglais horrible et c'est magnifique en même temps. Et je trouve que c'est superbement bien écrit. Du genre la plume dessert vraiment le texte. Voilà, moi je suis hyper satisfaite de la nouvelle traduction. Et enfin, on a la quête des Silmarils. Alors, cette dernière partie peut paraître un petit peu compliquée parce qu'il y a beaucoup de personnages qui se mélangent, il y a beaucoup de noms, les fils de machin et fils de machin, et moi je suis... Alors la fin, en plus, les derniers mots de la fin du Silmarillion sont magnifiques parce que ça a une véritable, on va dire presque une morale à la fin, mais je trouve ça formidable en fait que sur le Silmarillion, tout est lié. Mais quand je vous dis tous les personnages sont liés, c'est que machin et fils de machin et grand-père de l'arrière machin, il a fait ça, truc bidule, et t'es en mode... Ouah, mon cerveau va exploser, mais c'est hyper agréable. On a déjà l'explication de Galadriel, et en fait ça remet aussi en contexte des personnages du Seigneur des Anneaux. Galadriel a toujours été un peu vendue, ah c'est une fan elfe, voilà, et en fait je sais que quand le Hobbit est sorti, que la version, vous savez, est un peu badass et tout, il y a des gens qui étaient en mode, ah mais c'est l'elfe Galadriel, machin, c'est une elfe, machin, mais Galadriel c'est pas n'importe qui, hein, et ils le disent dans le texte, c'est quand même une survivante, et bref, c'est, voilà, il y a plein de choses sur la quête du Silmarillion qui est magnifique. Voilà, j'ai vraiment été subjuguée en fait par les relations entre les personnages. Certes, je pense que là où j'avais le plus galéré, c'était vraiment sur cette partie un peu à la fin avec tous les personnages, même si je dois vous dire, je n'ai pas eu de grandes difficultés à lire ce texte. Alors est-ce que c'est parce que je suis plus âgée
que j'ai lu plus de Tolkien, que j'avais déjà lu Silmarillion, donc il y avait déjà des choses que j'avais manger sur le texte, ou est-ce que c'est la traduction? Et personnellement, moi je trouve que la traduction est vraiment, vraiment sur Beren et Luthien et sur Les Enfants d'Urine, qui sont des textes que j'ai lus dans les anciennes traductions, c'est remarquable. Moi je suis vraiment comblée. Il a été mis en forme et Christopher Tolkien, le fils de Tolkien, a contribué énormément, il a écrit des passages, et il y a notamment un passage très connu d'un meurtre d'un elfe envers un autre elfe, qui est de la main de Christopher, et moi il y a des moments je ne vois pas qui écrit entre le fils et le père, et je trouve ça magnifique, c'est tellement un bel hommage, tu vois, je trouve que Silmarillion c'est une preuve d'amour au-delà d'un texte, hein, quand voilà, vous allez dire je vais peut-être pousser, mais c'est vraiment, je trouve, c'est magnifique ce que Christopher a fait pour son père, et c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup, sa perte a été voilà, quelque chose de très marquant il y a peu, voilà, il y a quelques années maintenant, et Silmarillion, on voit en fait tout, c'est vraiment la preuve en fait du travail éditorial qu'il y a eu autour de Tolkien, et notamment du travail de son fils, dans le fait on a ça entre les mains, et c'était pas du tout prévu, hein. Je vous rappelle que les éditeurs, à la base, ne voulaient pas le publier, hein. Voilà, Tolkien voulait le publier en même temps que Le Seigneur des Anneaux. Bref, voilà, les illustrations sont toujours aussi belles. Je vous retrouve avec la fin. Je pense que vous avez remarqué que je porte exactement la même tenue qu'en intro. Pour tout vous dire, je suis à la bourre pour cette vidéo. On est vendredi, elle doit sortir dimanche, sachant que demain je ne suis pas là, et dimanche une partie de la journée non plus, et que j'ai un live dimanche, et en plus que la vidéo, voilà, je ne l'ai toujours pas finie, et qu'il est presque 17h. Donc on va rendre cet avis. De toute manière, ça va être beaucoup de la répétition de ce que j'ai dit, avec quelques petits éléments que j'ai à noter qui pourraient être considérés comme du négatif, sans être vraiment du négatif, vous allez comprendre très vite. Mais donc, la nouvelle traduction du Silmarillion, pour ma part, j'étais totalement conquise. J'ai été conquise par le style, j'ai trouvé ça beaucoup plus fluide de lecture, beaucoup plus compréhensible. Ça m'a fait voyager. Vous imaginez pas le bonheur que c'est de retourner dans un univers que j'avais bien aimé, mais dont j'avais trouvé ça difficile, et de retourner dans l'univers de Tolkien, de me rendre compte d'un regard un peu plus adulte de plein de choses, comme je vous disais, de la place des femmes. Je me souvenais pas qu'il y avait autant de femmes hyper badass chez Tolkien. Le style est magnifique, ça fait voyager. Je me souvenais pas non plus... Alors, je me souvenais que les elfes avaient un caractère corruptible, mais en fait, même des parallèles qu'on peut faire avec les nains et ce genre de choses, des parallèles entre les histoires, c'est plein de détails qui m'ont fait encore plus apprécier ma lecture. Comme je vous le disais, c'est un livre, alors... qui en même temps est difficile de lire tout à la suite, parce que Tolkien c'est quand même une plume, c'est pas un style qui se lit voilà, comme ça forcément extrêmement facilement, mais pour le coup parfois tu te dis c'est quand même c'est des textes qui sont très très denses, parce qu'on nous a, chaque phrase a une importance, on nous donne les généalogies, c'est assez compact, et en même temps tout est lié, du genre vraiment tout est lié, et ça je me souvenais pas de ça non plus, que à la fin du texte du Silmarillion tu vois qu'en fait depuis le début tout est lié, par les familles avec le sang, par les événements. J'ai été conquise en fait de retrouver Morgoth aussi, parce que bon, le petit Sauron, c'est pas que bon, on le retrouve aussi, notamment à partir des périodes un peu du Troisième Âge et de la Fonte des Anneaux, où ils te refont un peu une histoire autour de ça, qui te rappelle un petit peu Saruman et tout, les mages et tout. Et pour le coup, ça a quand même été d'une certaine manière une claque, parce que je me souvenais pas en fait de la richesse vraiment de ce texte, mais est-ce que j'avais la maturité pour le lire et de l'apprécier totalement j'avais pas encore fait mes études de lettres, j'avais pas encore forcément étudié énormément Tolkien à cette époque-ci. C'est tous ces éléments-là qui ont fait que j'ai apprécié le texte. Comme je vous dis, la traduction, alors ça reste une question de goût, mais objectivement parlant, c'est bien meilleur en termes de qualité littéraire, en termes de fluidité, en termes de compréhension. L'index en plus à la fin, et notamment il y a tout un moment, il y a des arbres généalogiques pour t'expliquer. Je pense que si tu te concentres à la lecture, il n'y a pas de problème de compréhension particulier. C'est un texte aussi qui est palpitant, voilà, toutes les histoires sont palpitantes, il se passe plein de choses, il y a de l'action, il y a de l'amour, non, je veux dire, le Silmarillion c'est hyper complet en termes de thématiques. Il y a de l'action, de l'aventure, de l'amour, ça traite de questions qui sont aussi applicables à notre société, comme par exemple la convoitise, l'arrogance, le fait de se trahir entre peuples, la migration, les exodes, bref, il y a plein de thématiques différentes. Là je vous cite ça comme ça, mais il y a énormément de thématiques, les amours impossibles, voilà, même par exemple si on peut traiter plus loin, il y a aussi des amours de personnes qui font pas partie de la même race là, dans le texte, donc c'est hyper beau.
Voilà, il y a tout aussi une lecture que tu peux faire, il y a plein de références, notamment mythologiques ou ce genre de choses faites en fait, dans la construction de la cosmogonie de Tolkien, que ça soit des références chrétiennes, ce qui est normal parce que Tolkien était chrétien, mais aussi plein de références mythologiques, nordiques, voilà, on a tout ce melting pot qui est super agréable. Bref, je vous en ai déjà parlé longuement avant, je vais pas vous reparler. Si je dois émettre quelques petits points négatifs, alors, il y a des illustrations que j'ai adorées en termes de visuel, mais pour tout vous dire, c'est pas forcément ce que j'aime le plus en tant qu'illustration. C'est pas forcément mes goûts, mais il y en a certaines qui sont somptueuses. Le seul petit truc que j'ai à noter concernant les illustrations, c'est que au niveau éditorial, et je pense que c'est fait pour éviter que le texte soit visible vis-à-vis des illustrations, mais personnellement, moi qui suis une tatillonne, j'aime pas quand il y a des pages blanches qui sont laissées comme ça, même si l'intérieur est superbement fait. Franchement, la mise en page, la police, vraiment c'est très bien fait. Après, il y a aussi, je pense, le point, alors ça va être un point négatif au niveau du livre. C'est-à-dire que c'est un livre en hardback qui est assez lourd à lire quand tu compares avec un poche. C'est pas un livre que tu transportes dans ton sac forcément très facilement. Et c'est surtout c'est un livre qui est assez lourd en termes de quand tu dois le lire. Voilà. Moi j'ai des abonnés qui ont tous les âges, donc c'est vrai qu'arriver à un certain âge, ça peut être lourd. Et même moi, j'ai des moments, ça me fatiguait vraiment de porter le bouquin. C'est beaucoup plus, c'est quand même, le hardback pèse lourd. Et surtout, comme vous pouvez le voir, pourtant j'en ai pris le grand soin. Je l'ai mis encore à l'envers, mais pour le coup, la jaquette s'abîme très très vite. Et donc je conseille absolument de l'enlever. Voilà, c'est une jaquette décorative, tu la remets quand t'as fini ton bouquin, mais voilà, c'est une fragilité du livre qui est due au fait que c'est un beau livre qui n'est pas fait au transport. Donc il faut savoir, peut-être que Christian Bourgois les sortiront dans une version qui ne sera pas en hardback, puis plus tard il y aura forcément une édition poche, mais celle-ci est magnifique déjà, donc je peux pas celle-ci pour Noël, pour les amateurs de Tolkien, c'est vraiment une pépite. Elle est magnifique, mais elle n'est pas pratique. Voilà, en termes de praticité de lecture, c'est pas ce qu'il y a pas de plus pratique. Mais ça, c'est lié au format et je voulais quand même vous le noter. Mais il faut savoir que c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Ça fera partie de mes meilleures lectures de 2021 sans hésitation. Il sera dans mon top, sachez-le. Et voilà, donc très belle découverte. Je remercie encore les éditions de Bourgois pour me l'avoir envoyé parce que pour le coup, ça a été un réel plaisir nostalgique presque et un véritable plaisir de retrouver Tolkien. Ce qui m'a redonné encore envie de lire d'autres textes maintenant. Donc pour le coup, ça m'a remis le pied à l'étrier. Mais magnifique. Et vous allez apprendre plein de choses. Voilà, ça fourmille de détails. Et c'est le genre de texte, dès que tu le finis, tu te dis je le relirai bien parce que je pense que il y a des détails que j'ai pas tout compris dans les détails. Et pour tous les amateurs de Tolkien, celui-ci c'est un bijou tant attendu et qui est vraiment à l'espérance de mes attentes. Et il faut savoir que mes attentes, elles étaient quand même assez élevées, notamment en termes de traduction. Je vous rappelle, j'ai fait des études de lettres, je suis chiante sur le style et tout ça, et là j'ai trouvé ça magnifique. Donc pour le coup, totalement conquise par la traduction de Daniel Lauzon, et puis très admirative aussi de la traduction parce que le boulot derrière, c'est quelque chose quoi. Donc c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous donnera envie de lire le Silmarillion. J'ai vraiment envie de casser l'image du fait que c'est le livre difficile à lire de Tolkien. Avec cette traduction là, elle est beaucoup plus simple, c'est un magnifique texte, je vous le recommande vraiment, c'est une pépite, c'est une pépite, et vous ne comprendrez pas parfaitement l'univers de Tolkien sans avoir le Silmarillion. C'est un de ses textes les plus importants, c'est sa cosmogonie, c'est l'avant Seigneur des Anneaux, et comme je vous dis, ça a donné tous les textes qui sont disponibles après les Beren et Luthien et tout ça. Donc c'est un must-have à avoir dans sa bibliothèque quand on veut découvrir Tolkien. Et pour le coup, là, la difficulté de lecture, elle est quand même moindre. Il y a quand même un respect du travail de Tolkien et de Christopher derrière. Donc je vous le recommande énormément. Et sur ce, ça m'a encore donné envie de relire Seigneur des Anneaux, mais j'ai d'autres choses à lire dans ma palle, pour tout vous dire. Et je vous souhaite de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu cette nouvelle traduction, ou si vous aviez lu le Silmarillion avant, ce que vous en avez pensé, l'ancienne traduction et tout. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.